Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce webinaire. Je vous laisse me dire dans le chat quand vous êtes connectés pour que je puisse m'assurer que tout fonctionne. Je vois un bonjour de Didier, c'est le feu vert. Didier nous dit bonjour, c'est que ça fonctionne. Bonjour Didier. Bonjour Tania, bonjour Guylaine. Je vois des noms s'afficher, ça déroule, ça défile. C'est que c'est bon, c'est que ça fonctionne. Bienvenue à vous tous. Je suis hyper contente de vous retrouver. Alors, aussi parce que c'est le dernier de la saison, ça y est, on y va, donc ça sent l'été, mais aussi parce que je suis hyper contente de pouvoir aborder un sujet qui, j'espère, vous passionnera aussi, puisqu'on va parler d'innovation RH, et on va pas le faire n'importe comment, puisqu'on va le faire aux côtés d'une personne qui est quand même experte du sujet, Michel, qui va se présenter juste après, mais voilà, on est là pour à peu près 3/4 d'heure ensemble. D'échanges sur le sujet. On est ravis de vous retrouver. Et puis, comme d'habitude, je vous le dis, mais n'hésitez pas à rebondir et poser vos questions. Moi, je me fais votre relais auprès de Michel, notre invité du jour. Alors, Michel, est-ce que tu veux bien nous dire, voilà, un petit peu qui tu es, ce que tu fais de beau voilà, j'aimerais bien d'ailleurs savoir si dans l'audience des gens connaissent déjà Michel, parce que bon, moi, je suis un peu biaisée, évoluant beaucoup dans l'écosystème RH. Je connais déjà Michel de nom, mais voilà, Michel, si tu veux bien te présenter, on t'écoute. Bien sûr. Et j'en profite. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec toi, Anaïs, et de participer à ce webinaire de culture RH. C'est vrai qu'on peut potentiellement me connaître. C'est pas de l'hubris ou de l'ego, mais c'est parce que j'ai plusieurs présences dans l'écosystème RH. Donc, je suis le directeur de l'executive master RH de Sciences Po Paris, le volet executive education, qui est un beau programme. Il n'y en a pas tant que ça, des MBA RH portés par des grands établissements, donc c'est un honneur de piloter ce programme. Mais on peut me connaître aussi en tant qu'administrateur et directeur des publications du Lab RH ou rédacteur en chef du Mag RH, ou potentiellement en ayant lu un de mes ouvrages, parce que à la rentrée, ce sera mon 25e. J'en dis pas plus, mais voilà mes trois principales casquettes. Et on peut aussi préciser quand même que tu écris aussi. Enfin, moi, j'avoue que je te connais aussi parce que je suis beaucoup Pierre Monclos sur LinkedIn, C'est de et l'intérêt de que s'associer avec forcément, des gens, des influenceurs, comme on dit. Ouais, c'est ça. effectivement. Et comme beaucoup, j'ai vu ton ouvrage passer sur le sujet des startups qui réinventent les RH. Je le confesse, je l'ai toujours pas acheté ni lu, et j'en ai un peu honte parce que Ah là, t'as tout, plus d'excuses, Anaïs. toutes les personnes de mon réseau l'ont absolument toutes lu. Je dois être la dernière de mon propre écosystème à pas avoir lu ce C'est un livre, peu et j'en faux, entends que du bien. ça Ah ben ressemble à voilà, ça. Ça ressemble à j'en ça. entends que du bien, j'en entends que du bien. Donc je suis super contente de t'avoir aujourd'hui, parce que je sais que c'est un sujet que tu abordes en fond et en large, et que tu as même écrit sur ça, et que je trouve que c'est un sujet qui est d'actualité, même pas que, parce que c'est un sujet de longue date déjà, mais on est là un peu aujourd'hui pour comment dire pour peut-être resituer, recadrer un petit peu le sujet de l'innovation RH. Et puis, comme on attend beaucoup de choses de la fonction RH, on a tendance à beaucoup dire il y a ça à faire, faut faire ci, ça, ça, ça. Peut-être que Ouais. l'idée aussi, c'est de déculpabiliser les RH qui nous écoutent en tout cas aujourd'hui, et les rassurer sur ce sujet. Donc, je le redis, on est là pour 3/4 d'heure. Je vous invite dans le chat à vous manifester, à poser vos questions, à partager vos réactions, et moi je les partagerai à Michel. On est là sur un format un peu plus conversationnel, ça change un petit peu d'habitude, mais c'est pas une conversation à deux, en vrai c'est une conversation à plus de Ah, ça 200 tente. personnes. On sent. Alors, en réel, là, tout de suite, oui, on est plutôt à 50, mais ça fait du monde, mais moi, je suis là pour vous relayer. Du coup, Michel, peut-être déjà une première question, avant même qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est pourquoi, parce que c'est l'initiative de Sciences Po et ton initiative aussi, pourquoi ce sujet? Pourquoi vous vous êtes dit, allez, on va aborder ce sujet aujourd'hui chez Culture RH? T'as raison, hein, c'est un buzzword, c'est un thème dont on parle finalement depuis un certain nombre de temps. D'ailleurs, moi, quand j'ai rejoint l'aventure du Lab RH au début, avec Jérémy et Boris, les cofondateurs, l'ADN du Lab, c'était l'innovation RH. Mais on n'en parle pas depuis tant de temps que ça. Et il y a beaucoup de fantasmes. Je crois qu'on va échanger un petit peu là-dessus. Il y a beaucoup d'échecs aussi, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'équipes RH qui disent qu'elles font de l'innovation RH. Encore faudrait-il s'assurer que c'en est vraiment.
mais il y a peu d'innovations qui se calent, qui s'ancrent dans les pratiques des organisations et qui font une différence importante dans la durée. Donc ça veut dire qu'il y a des pièges, il y a des défis, il y a des points de vigilance. Donc je trouvais ça intéressant de le rebalayer. Après, moi, dans mon histoire personnelle, c'est vrai que le premier bouquin de la collection du Lab RH était s'appelait Innovation RH et Duno 2017 et donnait à voir la vision de l'innovation par les startups et qu'on a revisité il y a 2 ans maintenant dans le bouquin Innovation RH managériale parce que c'était devenu, et notamment côté entreprise. Donc c'est un sujet que j'aime bien parce que je le suis depuis bientôt 8 ans. Quand même. Quand même, ça ne nous rajeunit pas, Anaïs. C'est ça. Comme quoi, c'est pas complètement un sujet d'actualité. Je veux dire, là, 2024, c'est quand même un sujet Ouais. ou peut-être que ça prend plus de l'ampleur aujourd'hui, mais en tout cas qui était déjà un sujet il y a 8 ans. Bah, en fait, si on refait l'historique de la fonction, l'innovation RH, ça fait pas du tout partie du programme de la fonction RH des origines et du XXe siècle en général. Faut se souvenir quand même que la fonction RH, elle apparaît en France aux alentours de 1920, donc elle vit sa décennie centenaire, on va dire. Et d'abord parce que les grandes entreprises industrielles on connaisse des croissances grâce au progrès économique important et donc on dépasse les seuils de 150, 200 collaborateurs, qui fait qu'on a besoin d'une fonction d'intermédiation et puis qu'on invente le droit du travail. Je rappelle qu'il y a un siècle, ça faisait que 20 pages, le code du travail, ça fait rêver peut-être par rapport aux milliers de pages qu'il y a aujourd'hui. Donc on a besoin d'un expert juridique, on a besoin de quelqu'un qui fait l'intermédiation, mais au départ, il n'y avait pas de cursus RH en France et les premiers DRH on va les caster chez les militaires, les généraux à la retraite. Ça donne bien le mindset. On veut des experts administratifs et puis carottes, bâtons, l'ordre, les process et ainsi de suite. Donc tout sauf l'innovation, entre guillemets, plutôt gardien du droit, éviter les procès au prud'homme qui émergent assez rapidement, l'inspecteur du travail qui naît quasiment en même temps que la fonction RH. Donc c'est pour dire. Et puis ensuite, petit à petit, vont se rajouter des rôles comme développer les collaborateurs, gérer les crises, les transformations culturelles. Et donc, innovation RH, c'est un thème qui émerge au XXIe siècle, en fait. Déjà, si on se disait les choses. Plutôt 2010, 2015, 2005. Il y a un gourou très, très connu qui s'appelle Dave Woolrich et qui est un chercheur américain. Dans son premier modèle, il voit que 4 rôles: expert administratif, champion des salariés, partenaire stratégie, business partner, agent du changement. Mais dans son deuxième modèle de 2012, tout d'un coup, dans les nouveaux rôles, apparaît cette fonction d'innovation. Alors peut-être tu veux savoir pourquoi. Mais je vais pas faire les questions-réponses, mais peut-être que... en fait, bien sûr, ce qui caractérise le 21e siècle, c'est le progrès technologique qui disrupte plus souvent les business, les industries, qui fait émerger des startups, de nouveaux concurrents. C'est le caractère un peu chaotique de notre environnement qui commence un peu à se gripper après la chute du mur de Berlin et après une période où on pensait que l'Occident allait l'emporter. C'est la durée de vie des compétences qui décroît, c'est les chocs de l'environnement qui nous tombent sur la tête. Alors là, on a l'embarras du choix, le Covid, la guerre en Ukraine, des élections qu'on n'avait pas anticipées. Et dans ce contexte-là, être un bon RH, c'est pas de faire de l'excellence opérationnelle, c'est créer des capacités d'adaptation, de résilience, d'agilité. Et donc, on demande à la fonction RH de ne pas être simplement la gardienne du temple, mais aussi de créer de nouveaux services, de nouvelles expériences qui permettent à l'organisation de toujours coller aux évolutions du marché, mais aussi aux aspirations des gens. C'est vrai qu'au XXe siècle, ta fonction RH est très standardisée. C'est comme pour les voitures, entre guillemets. C'est le taylorisme. On sort une voiture et t'as peu d'options, peu de choix, peu de personnalisation, alors qu'aujourd'hui, tu peux travailler sur plein d'options. La fonction RH du XXe siècle, elle est très standard. Tous les ouvriers ont exactement le même package, les mêmes horaires et ainsi de suite. À partir du moment où il y a un éclatement un petit peu du monde du travail, mais aussi une montée de demandes de personnalisation, la façon dont tu es capable de lancer de nouveaux produits-services, de te renouveler, toi en tant que RH, ça devient un enjeu clé de démonstration de ta capacité à accompagner les grandes mutations des organisations. Donc, 2010, 2012, 2014, le mot innovation RH émerge dans l'écosystème. D'accord. Ok. Et
du coup, tu as évoqué le Covid et ça m'a fait penser, est-ce qu'un événement aussi fort que le Covid, en l'occurrence, c'est ce qui a notamment fait exploser enfin, la notion d'innovation, ça a amené, par exemple, les entreprises ont dû d'un coup instaurer le télétravail, elles se sont retrouvées prises de court. Ça, on peut dire que ça Ouais. prend de l'ampleur, là, ces années, notamment là, post-Covid, finalement. Alors franchement, ça explose plutôt à partir de 2015, 2017, 2012 parce Mmh. que il y a d'autres enjeux. Hein. Il y a la crise des subprimes, il y a l'internationalisation à marche forcée des orgas, il y a les progrès, la transfo digitale. Tu vois, ça, on n'a pas attendu le Covid pour. Mais là où tu as raison, c'est que ce Covid, en nous mettant quasiment tous à un moment en télétravail, sauf les premières lignes, en industrialisant des modèles organisationnels qu'on pensait minoritaires, sur lesquels les gens étaient un peu réfractaires, bah, tout d'un coup lève tout un ensemble de biais et de barrières. La formation digitale, tu vois, en gros, 2018, et que les boîtes en moyenne font 20% de formation à distance. 2020, 100% à distance. 2024, 60% à distance, parce que bien entendu, on veut se retrouver, on veut aussi ressentir Mmh. des émotions, ainsi de suite. Mais le Covid, il pousse à industrialiser massivement une autre forme d'organisation, le travail à Ouais. distance, le recrutement à distance, les entretiens vidéo différés, etc., etc. Et donc, il a d'abord un premier rôle, c'est qu'il accélère les mutations technologiques, parce que, bah, bien sûr, plus on teste, plus on collecte de la donnée, plus les solutions s'améliorent, et donc on a peut-être gagné 2-3 ans. Il nous permet de faire notre révolution culturelle en changeant le mindset et en enlevant tout un ensemble de freins qu'avaient en particulier les dirigeants du COMEX. Bah non, les gens veulent pas ci, ça, là factuellement, ça marche, etc. Et puis, c'est peut-être plus subtil, mais c'est ce qu'on vit aujourd'hui. On n'a pas l'habitude dans le monde occidental de mettre sa vie en pause pendant autant de mois. Autrement dit, on Mmh. a l'habitude de courir, nez dans le guidon, et les Mmh. gamins, il y a la vie pro et les potes. On réfléchit pas trop, quoi. Finalement, presque on se réveille 20 ans plus tard, mince, déjà 40 Mmh. ans, mince, déjà la retraite. Et là, le Covid, en poussant les gens à s'arrêter et donc à réfléchir, et donc à être en posture réflexive, et il a fait émerger, mais est-ce que c'est vraiment le travail que je veux faire? Est-ce que je veux vraiment le faire dans ces conditions? Mmh. Est-ce que je veux vraiment mettre 1 heure pour aller au boulot? Est-ce que vraiment je veux une qualité de relation managériale de tel type? Est-ce que c'est vraiment ça, la promesse que je m'étais faite à moi-même quand j'avais 6-8 ans? Donc, il a poussé les gens à verbaliser des tendances qui étaient à l'œuvre, hein, dans la société depuis 30-40 Ouais, ans, ouais. mais en les accélérant, en les verbalisant. Et à la sortie, effectivement, il y a une demande d'une autre expérience collaborateur, d'un autre sens au travail, d'autres modèles organisationnels. Donc, c'est peut-être ça la conséquence du Covid, c'est accélérer ces grandes mutations, et donc d'innovation RH pour inventer de Mmh. nouvelles politiques et de nouvelles façons d'interagir au sein des organisations et de vivre au travail. Mmh. Ouais, ouais, très clair. Je pense que ça permet de poser un peu le contexte et de comprendre en fait finalement à quel point on peut être influencé par les événements externes. Et Forcément. du coup, ça m'amène à te poser la question et à poser la question aussi à l'audience. Alors, il y a déjà plein de questions qui tombent, ça va trop vite, mais je suis là pour recentrer les choses. Vous inquiétez pas, je vais revenir sur vos questions, mais j'aimerais moi vous poser une question dans l'audience, vous poser la question suivante. Déjà, parler d'innovation RH, qu'est-ce qu'on met derrière pour vous qui êtes là, qui êtes en train d'écouter ce webinaire? Dites-moi dans le chat, pour vous, qu'est-ce que c'est que l'innovation RH? À quoi ça correspond concrètement? Et puis peut-être qu'après, Michel, tu pourrais nous apporter tes éclairages pour savoir de quoi on parle concrètement, Ah parce ouais. que Eh ben, je sais écoute, pas, oui, chacun a sa bien définition. sûr, Moi, bien quand je sûr. pense à innovation RH, je pense à des trucs de dingue, je pense à l'IA, à des trucs comme ça. Mais la question, est-ce qu'on a besoin de partir aussi loin pour parler d'innovation RH? Alors, je vois que ça pianote. J'attends de voir les Ah réponses qui ouais, tu vois, s'affichent. Rosa, Eva, il y a beaucoup de gens qui écrivent des choses. Rosa nous dit innovation technologique, certes, mais le véritable enjeu n'est-il pas l'innovation en termes de développement personnel et qualité de vie au travail, les Mmh, aspects individuels de chacun. Ok, on y mmh, reviendra. mmh, Je vois d'autres choses. Et ça écrit, mais ça s'affiche pas forcément. Il y a pas mal de questions aussi. Le oui, temps que après, il les y a des gens, questions ouais, plus pas toujours précises. évident d'intégrer l'innovation RH dans des structures dites à l'ancienne. C'est clair. J'y reviendrai aussi là-dessus. Euh, En fait, c'est pas une question simple pour la bonne et simple raison, Anaïs, que en fait, il n'y a pas de définition.
Ah de oui? l'innovation RH, ne Si serait-ce je que vais par... sur Google, si je vais sur Google, Ben, j'aurai pas la en réponse. fait, tu vas en avoir un millier, donc tu en auras zéro, Et entre ouais, guillemets. ouais, Il y a des champs où tu peux dire ça, c'est ça, tu vois, une voiture, c'est ce que c'est. Mais en fait, c'est plutôt une définition par défaut, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas la GRH traditionnelle, descendante d'accord. administrative, silotée, bureaucratique, autocentrée, faiblement expérientielle. Donc, on l'a plutôt défini par défaut qu'on l'a véritablement défini par singularité. Mhm. Ce qui est vraiment fascinant pour m'intéresser au sujet, il y a quasiment aucune production scientifique sur l'innovation RH. Il n'y aura pas d'articles de recherche, du chercheur du CNRS vraiment qui sont penchés là-dessus. Donc ça ne Ouais, mange pas nos affaires et le fait de faire ça en émerger dit une long. compétition, ça en dit long. En revanche, il y a des milliers d'articles, de webinaires, de podcasts sur l'innovation RH. C'est Et vrai. alors, il y a des dizaines de prix. Hein, prix de l'innovation RH, prix de Oui. machin chouette, etc. Donc, c'est fascinant. Autrement dit, c'est pas un concept qui est pensé intellectuellement par les chercheurs, qui a donné, qui a plein des ROI avec des gros échantillons. Est-ce que c'est bullshit? Est-ce que ça sert à quelque chose? Mais bien entendu, c'est un buzz médiatique et c'est une réalité plutôt pro. Donc c'est ce premier moyen. Et à partir du moment où tu dis c'est tout ce qui n'est pas la RH classique, bah, ça peut être tout et n'importe quoi en vrai. Oui, Hein, tu finalement, fais c'est subjectif parce que chacun avec son contexte différent va l'interpréter différemment. Il exactement. y a il y a Julie qui dit l'innovation RH, déjà, c'est apporter du sens au travail au-delà de l'aspect financier, apporter un équilibre vie pro, vie perso, développer ses compétences et grandir au sein de la structure. Et puis, il y a Eva qui dit Elle a l'innovation, est-ce raison que et c'est d'ailleurs, pas... juste, Oui, je t'interromps deux secondes. Elle a raison. Anaïs, vas-y. c'est une bonne illustration. Elle s'est positionnée par rapport à la grille un peu taylorielle carotte bâton monétaire. Ouais, Elle est ouais. allée rajouter des ingrédients comme la santé et le bien-être. Et à partir de là, c'est de l'innovation, ok. Mais derrière de l'innovation incrémentale, c'est un peu mieux du coup de faire ça, de Mmh. disruptive, de rupture. Est-ce que Mmh. c'est une innovation pionnière? C'est quand on fait ça, mais si tout le monde le fait déjà, est-ce que c'est encore de l'innovation? Mmh. Ou donc Mais sur c'est le ça, en principe. fait. Est-ce que l'innovation, elle se réfléchit à l'échelle sociétale ou est-ce qu'elle se réfléchit à l'échelle de l'entreprise? Mais quand tu prends Tu vois? l'innovation de produit, quand tu prends l'innovation de service, normalement, tu vas penser à l'iPhone, qui est le premier smartphone qui a tout changé et qui a mis dans la panade BlackBerry. Donc c'est très clair pour l'innovation produit. Quand tu raisonnes sur une innovation RH, et là je l'ai quantifié, j'ai fait pas mal de recherches. En fait, c'est rarement une innovation pionnière. C'est-à-dire c'est Mmh. attention, mesdames et messieurs, on fait un truc et ça n'existe pas ailleurs. C'est d'abord, quand on parle d'innovation RH, quelque chose de nouveau pour les collaborateurs et Mmh. l'entreprise en tant que telle. Donc c'est moins Mmh. révolutionnaire, pionnier. On est les premiers à faire, à mettre fin à la période d'essai. On est les premiers à déployer de l'IA, etc. Mais c'est déjà nouveau pour nous. Et deuxièmement, c'est plutôt de l'ordre de l'incrémental. On améliore à la marge les pratiques plutôt que radical. On révolutionne complètement Oui, l'expérience ouais. collaborateur. Et Alors, malheureusement, c'est plus souvent gadget, c'est-à-dire que mmh. il y a un effet waouh, mais ça Mmh. s'inscrit rarement durablement dans l'organisation, que vraiment Mmh. un game changer qui crée de la valeur ou qui améliore la position concurrentielle de Mmh. l'organisation ou qui génère des avantages concurrentiels, par exemple. Ça, c'est le bilan qu'on peut en faire. Et peut-être qu'on va essayer de comprendre pourquoi, mais autrement dit, d'abord c'est nouveau pour nous, ensuite grâce à ça on fait mieux qu'avant, et ça suscite un intérêt d'abord médiatique, et dans les premiers temps ça peut marcher, et peu arrive à s'inscrire durablement dans l'orga. Mmh. Ouais, moi, je trouve que du coup, ça définit plutôt bien. Tu vois, tu dis il y a pas de définition, mais je trouve que tu viens un peu de le définir finalement. Et Ok. Eva qui nous dit, Eva, je trouve ça assez complémentaire, qui dit, est-ce que l'innovation, c'est pas un peu réadapter l'organisation du travail aux nouveaux besoins internes et externes, mais du coup, c'est qu'une partie de ce que tu viens de définir finalement. Bah, une C'est qu'un innovation, temps. c'est sûr elle a une première fonction, c'est de, si l'organisation s'est déphasée par rapport aux évolutions environnementales, peu importe qu'elles soient d'ordre business ou d'ordre technologique ou écologique, ou etc. C'est vrai que c'est sa première fonction, c'est-à-dire que tes politiques RH, c'est même ce qu'on appelait la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, puis la GEPP, voir si on veut être Mmh. branché en anglais, le Strategic Workforce Planning, c'est considérer un écart
par rapport au marché et de déployer de nouvelles politiques pour redevenir congruent avec ton environnement. Donc, par rapport à ça, elle a raison. Mais sans même des évolutions marché, améliorer l'expérience des gens, leur faire vivre des expériences plus exceptionnelles et plus épanouissantes, c'est aussi de l'innovation RH. Horizontaliser ton organisation, c'est de l'innovation RH. Déployer une appli qui te permet de passer de l'entretien annuel d'évaluation à une culture du feedback en continu, c'est de l'innovation RH. Faire en sorte que l'environnement de travail génère un sentiment de sécurité psychologique supérieur qui fait que les gens prennent plus de risques et ne viennent pas au boulot. Donc, on retrouve la palette extrêmement large de ce que ça peut être, parce que ça veut dire que pour chaque boîte, en fonction de ses challenges et de ses réalités, ça va prendre une nature, une forme différente. Voilà, je vois ce que tu veux dire. Ouais, il y a ce traitement, ce double traitement. Ça à la fois ce que ça, le positionnement par rapport à la société, capacité aux à autres s'adapter à entreprises. l'environnement, exactement. Et puis la réinvention interne pour faire en sorte que tes collectifs fonctionnent mieux. Aujourd'hui, Très bien, très l'innovation clair. RH, elle booste la collaboration, elle fait mieux circuler l'info, elle crée des collectifs plus apprenants et voilà, par exemple. Et alors du coup, ça, tout à l'heure, tu l'as un peu évoqué, mais est-ce que finalement, si je suis une entreprise et pour moi, à mon échelle, c'est déjà un truc waouh que d'instaurer le télétravail, parce que jusque-là, on l'a pas mis en place, alors que mes concurrents, eux, ils ont déjà un train d'avance. Ça fait déjà 3 ans qu'ils sont en télétravail, par exemple. Ça amène à poser la question, est-ce que l'innovation RH, c'est vraiment si waouh que ça? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je pense justement que le piège, quand on fait de l'innovation RH, c'est de rechercher l'effet waouh, d'adopter des modes et de copier le voisin. En fait, on sait que la fonction RH est une fashion victime et qu'elle succombe très régulièrement à des modes multiples et variés. Aujourd'hui, bien entendu que tout le monde se jette sur les IA génératives, et avant, ça pouvait peut-être un modèle d'organisation plus libéré, avant, un concept d'entreprise apprenante, etc. Or, pour moi, c'est vraiment la mauvaise manière de faire de l'innovation RH. C'est-à-dire que mais ça demande plus de travail et pas de paresse intellectuelle. Idéalement, si on parle du principe que l'innovation RH, c'est améliorer la situation initiale pour être congruent avec le marché et faire vivre de meilleures expériences qui vont générer plus de bien-être et plus de performance, l'étape 1, c'est un diagnostic très singulier de ton organisation en termes de culture, en termes d'attente des collaborateurs, en termes d'enjeux business, en termes d'environnement qui t'amène à prioriser tes besoins et de te dire, nous, ils sont peut-être tous en train de vouloir faire de l'IA générative, mais nous, on a besoin de travailler sur, par exemple, un meilleur équilibre vie privée, vie pro. Donc, une bonne innovation RH, elle évite le copier-coller, comme par exemple les grands groupes qui disent on doit être plus agile. Pourquoi? Regarde Google, ça cartonne, donc on doit développer l'agile. Comment on le fait? Allez, on met un babi. Et puis on fait des super locaux en flex office. On dit regarde comme ils sont beaux nos locaux. Mais si le vrai problème des gens, c'était le pouvoir d'achat, par exemple, et si l'innovation, c'était de réinventer son système de comp and ben et de mettre plus de justice dans l'attribution de la rémunération variable, le babi, ça va amuser les gens un jour et puis après, ça va faire flop et plus personne l'utilisera. Donc, l'innovation RH, le premier page, c'est de copier, c'est de succomber au phénomène de mode et c'est de déployer des choses qui n'est pas la priorité des gens. Et si la priorité des gens, par exemple, c'est la culture managériale, ton innovation, elle doit mettre le paquet sur la façon dont on retravaille la culture managériale. Donc, il y a une forme de pragmatisme et tout part d'un diagnostic et d'une compréhension profonde des principaux irritants des gens ou ce qui empêche le collectif de s'épanouir ou des vrais besoins des individus. Sinon, tu réponds à côté. Si tu réponds à un besoin prioritaire des gens, le deuxième enjeu, c'est de créer de la valeur. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu dis innovation que ça va. Regarde le nombre de fois où on change d'appli RH et les gens, ils étaient pas contents de l'appli qu'ils avaient. Ils sont enthousiasmés en disant chouette une nouvelle appli. Après, ils vont te mettre la misère en te disant elle est horrible, c'était mieux avant, alors qu'ils détestaient avant. Donc, t'as identifié le besoin prioritaire des gens, mais dans l'innovation que tu mets en place, quitte à ce qu'elle soit modeste, incrémentale et qu'elle soit pas waouh, c'est mieux qu'avant. Si c'est mieux,
tu vas générer une dynamique en faveur de l'innovation. Mhm. Et peut-être à un moment, ça t'amènera à faire des sauts quantiques ou des révolutions, mais rarement au début. Si tu es trop ambitieux, il y avait une question là-dessus qui disait, mais comment on fait pour déployer dans des boîtes tradies ou bureaucratiques? Bah, c'est sûr, en fait, une innovation, elle peut pas rentrer en orthogonalité totale avec la culture de la boîte ou le mindset des dirigeants ou ta réalité. Ça doit être malin, entre guillemets. Tu dois petit à petit Mhm. arriver en mode commando, à changer plein d'ingrédients. Donc une innovation, elle est généralement meilleure effectivement quand elle améliore petit à petit les choses plutôt que quand elle vient en confrontation, parce que ça va générer des Mhm. résistances, des blocages. Il vaut mieux qu'elle soit Voire ça va progressive. capoter. Ouais, parce qu'en fait, si tu la déploies et qu'elle capote, bah, tu vas perdre des capitales de crédibilité en tant que fonction RH, Mhm. en capacité de mener des transfos. Donc, quand tu annonces des promesses, faut les tenir, entre guillemets, c'est logique. Mhm. Mhm. Comme dans tout marché. Donc, il faut parfois faire preuve de moins d'ambition, mais avec des garanties de résultats et des ROI positifs. Donc, tu vois, toute cette dynamique de, on part des besoins prioritaires, on déploie pour faire mieux, on préfère la stratégie des petits pas aux grandes annonces ou aux révolutions qui vont heurter le corps social et plutôt mettre les gens en résistance. On s'intéresse vraiment à la façon dont on les co-construit aussi. Troisième, les gens, finalement, ils adhèrent plus facilement à une innovation quand on leur a demandé leur avis, ils ont participé au phénomène de Bien production, sûr. que quand on Ouais. leur dit on a réfléchi pour vous, on fait un truc génial, faites-nous confiance, les gens veulent Mhm. plus ça. Ils veulent Mhm. être copropriétaires, et ils sont Ouais. Ils veulent copropriétaires être impliqués dans la dans le réflexion. choix et après dans la conception. Donc tu vois, il y a plein de Mhm. petites choses qui font que bah, parfois les équipes, avec toute la meilleure intention du monde, se mettent dans des mauvaises trajectoires Mhm. parce qu'elles elles ont peut-être même parfois été trop ambitieuses. Mhm. Et alors du coup, ça m'amène à te poser la question, parce qu'on reviendra après sur les clés, parce que là, tu en donnes un petit peu déjà, mais on Ouais, reviendra un petit bien peu sûr. après sur les clés. En gros, moi, RH, comment je peux insuffler aussi l'innovation. Mais avant ça, euh, euh, on l'avait un peu abordé dans la préparation et puis même dans la communication autour de cet événement où il y avait cette phrase, est-ce que l'innovation RH, est-ce que c'est pas un oxymore, est-ce que c'est pas contradictoire avec la fonction RH? Et ça m'amène aussi à te poser la question, qui est-ce qui porte l'innovation RH aussi? Bon, même si je me doute un peu de la réponse, mais est-ce que Non, mais dans ma fonction RH, moi, je peux être à l'initiative et comment je fais? Parce que j'ai déjà un positionnement, une fonction qui est un peu limitée parfois, tu vois. Je peux bon, pas prendre trop de risques. déjà, tu as raison, c'est quand tu as été pendant un siècle le gardien du droit et la zéro prise de risque pour respecter le droit du travail, te transformer en innovateur, c'est carrément un changement radical. Donc, c'est pas Mm, naturel. Ça veut dire que mm, c'est pas naturel pour tes clients historiques, même si on n'aime pas peut-être pas le vocable un peu marketing quand on parle de salariés, de managers, d'équipes de direction, etc. Euh, et c'est vraiment pas dans l'ADN, même des gens qui ont choisi la fonction il y a quelques années, même si bien oui, entendu ça a beaucoup oui. changé. Maintenant, on a des profils de gens qui veulent être dans la transfo RH. Le deuxième, c'est vrai que c'est ce que tu dis, c'est que et, et paradoxalement, le Covid nous a plutôt fait gagner des points. Ce qui caractérise les 30 dernières années, c'est plutôt le RH bashing. C'est-à-dire que c'est plutôt une C'est vrai. mauvaise image de la fonction. Mais alors, Mm, côté salarié, côté dirigeant, d'une certaine manière, mm, les salariés nous trouvent trop proches de la direction, injustes, bras droit du grand capital, voire méchants. Alors, le cinéma n'aide pas, hein, il n'y a pas un film où tu as un RH en fait. Et dans le même temps, les dirigeants nous font un procès en espèce de fonction support, de la lenteur, de la non-création de valeur, fonction de coût. Ils croient pas du tout à notre promesse de création de valeur et d'amélioration d'enjeux. Donc on est au milieu des gués. Bien sûr, les syndicats ne portent pas forcément toujours dans leur cœur et le grand public n'a pas une très bonne image de la fonction. Ça n'aide pas la prise de risque non plus, ça, tu vois. Quand tu pars mm, déjà avec une pancarte, je vais être provocateur, loser, mauvaise fonction, méchant, inutile et ainsi de suite. Donc ton histoire ne t'y prête pas. Ton image n'arrange pas les choses. Donc ça veut dire que la première reconquête, c'est une reconquête de légitimité en termes de. mhm. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut y aller progressivement parce que, en fait, si tu vas trop fort,
ton risque de te prendre des couteaux dans le dos, de pas avoir d'alliés, d'avoir la direction à un moment qui t'humilie ou tes salariés qui n'ont pas envie d'y aller, c'est que bien entendu, il faut une dynamique de succès pour petit à petit être de plus en plus ambitieux. D'où le fait de choisir d'abord des améliorations accessibles qui petit à petit vont à la reconquête de ton image, au moment de se font prendre plus de risques. Donc ça, c'est vraiment le premier point et qui pour moi est crucial. Et après, tu évoques un autre point et qui est central, c'est que la fonction RH n'est pas propriétaire de la thématique innovation RH. Elle doit en faire une œuvre collaborative et collective de toutes leurs organes. Donc, une innovation RH, je vois des commentaires là-dessus, ça peut pas marcher si t'as pas le sponsoring et l'incarnation et l'exemplarité de tes grands dirigeants, DG, PDG, Comex, Codir. De toute façon, si eux n'y croient pas, ne l'incarnent pas et n'envoient pas le message que c'est important pour eux, personne ne se met en mouvement dans l'organisation. Tout le monde a compris une RHerie qui concerne les RH, mais tout le monde s'en fout. Ça n'a aucun intérêt. De toute façon, regarde le boss, il en a rien à cirer. Donc, tu dois aller gagner ça. Donc, pour aller gagner ça, tu dois faire de la politique, tu dois convaincre et tu dois avoir une crédibilité en tant que RH. Ça va bien au-delà d'être présent membre du comité, où le gars dit, OK, j'y vais avec toi, je m'engage, c'est important et tu dois démontrer l'intérêt de. Ça se fait pas non plus du jour au lendemain. Comme tout changement, on sait que si t'as pas ta ligne managériale en appui, c'est-à-dire que si ils se contentent de transmettre ou de dire bof, je vais prendre une illustration, tu as innové en formation en faisant un programme incroyable en VR avec un assistant IA et systématiquement quand les collaborateurs des équipes disent je vais à la formation machin, le manager ricane. Vous dit bah oui, va encore passer une journée au Club Med, c'est comme si on avait que ça à faire, vraiment les RH, etc. Il t'encourage pas à y aller, il ricane et quand tu reviens, il te demande même pas comment ça s'est passé. Bah, tu sais que ces trois ingrédients, ça fait passer un ROI en formation de 50% à 0. Donc, bien entendu, tes managers, ça doit être tes alliés. Donc, comment tu vas aller chercher le fait que les managers vont dire c'est génial, c'est important, c'est OK si plutôt que de bosser, vous investissez là-dessus. Donc, tu dois aller les chercher. Et troisièmement, bien entendu, on en a parlé tout à l'heure, le troisième ingrédient, après il y aurait aussi les partenaires sociaux et les corps sociaux qui doivent pas monter la machine à bad buzz, etc. Tu as les collaborateurs qui doivent dire c'est notre innovation, on y croit, on l'a co-construite, ainsi de suite. Donc c'est écosystémique. Et la fonction RH, elle est là à la fois en chef d'orchestre de l'exemplarité, le sponsoring du CODIR, l'envie des managers d'être en soutien, des collaborateurs qui s'y engagent, en technicité, de chef de projet, de déploiement d'outils, de transformation culturelle et en co-leader de cette innovation. Et elle va gagner dès que les gens ne le verront plus comme une innovation RH. Paradoxe. Si par contre on se dit c'est le truc des RH, ça peut pas marcher. Ouais. Ouais, il faut qu'il y ait une espèce d'évangélisation. Oui, et de stratégie écosystémique, acteur par acteur, pour aller d'abord séduire les dirigeants, embarquer les managers et en faire une aventure collective de tout le corps social. On tombe quand même dans de la conduite du changement, là, en fait. Il y a vraiment la nécessité, déjà, quand on prend les étapes en conduite du changement, la première étape, c'est créer le sentiment d'urgence, c'est mettre les faits sous les yeux et faire prendre conscience à tout le monde qu'il y a un besoin d'évoluer, un besoin de s'améliorer. Yes. Et puis, après, tu as toutes ces étapes. Anaïs, pardon de t'interrompre. Pas en disant l'heure est grave, parce que c'est le principal moteur du non-engagement. En présentant un futur désirable. Souvent, l'une des erreurs, c'est de dire on va à la catastrophe, l'heure est grave, demain sera pire qu'aujourd'hui. Si on se saigne, on survivra peut-être, mais c'est pas sûr. Bon, tu mets jamais en mouvement un collectif avec des messages comme ça, même si c'est vrai. Hein. Donc, tu dois créer un futur désirable et montrer que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui. C'est pour ça que les Américains déploient d'ailleurs parfois plus d'innovation RH que nous. C'est que avec leur psychologie positive et le verre à moitié plein et leur optimisme naturel, même si c'est le bordel, ils projettent les gens plus facilement dans un futur puisqu'il y a de la désirabilité. Oui. Tu vois c'est vrai. Mais oui, c'est des compétences pour moi politiques et sociologiques. Hein. C'est-à-dire que là, c'est petit traité de manipulation à l'usage des gens honnêtes, entre guillemets, parce que l'intentionnalité est bonne. Et bien sûr, c'est des compétences de change ou des compétences de transformation. C'est pas une appli, c'est pas une approche purement outil qui va changer le mindset et le comportement des gens. C'est la façon dont tu le déploies. Bien sûr, c'est le why, c'est le what, c'est le how. Peu importe par où tu commences,
as un travail d'abord. Mais nous, on a la chance à Sciences Po d'être la maison de Saint-Saulieu, de Crozier, qui sont décédés maintenant, mais qui ont travaillé sur les dynamiques de groupe. En fait, toute innovation, donc RH également, l'individu va d'abord l'adresser purement sur j'ai mis des années à accumuler des ressources. Alors ça peut être des ressources relationnelles, j'ai mes potes, ça peut être des ressources d'employabilité, ça peut être des ressources matérielles, économiques, etc. D'abord, l'innovation, c'est est-ce que ça attaque mes ressources ou ça les maintient ou ça les augmente. Et s'il a l'impression que tu attaques ses ressources, c'est déjà fini. Pour lui, c'est un mauvais projet. Donc la capacité pédagogique, d'embarquement, de démonstration que ça crée plus de valeur que ça en détruit, de deuil, de sécurité, et ainsi de suite, c'est bien plus important que le choix de l'appli que tu vas faire, par exemple. Ouais, bien C'est sûr. une innovation technologique, hein, parce que par rapport à des questions que j'ai vues passer, il y a pas que des innovations techno, il y a aussi des innovations relationnelles, humaines, où tu n'as pas besoin de techno pour faire de l'innovation RH. Hein. Mmh. Ça me permet de faire un lien avec la question d'Eva. Alors, je pense qu'il y a plein de réponses possibles. On a déjà répondu, enfin, tu as déjà répondu d'une certaine façon à sa question, je pense, où elle disait est-ce que l'expression innovation RH peut être utilisée pour simplement améliorer sa propre marque employeur bah, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, peut-être avec la notion d'y aller progressivement. Si déjà Eva, elle travaille sur ce sujet-là, c'est déjà des premiers pas, mais et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, parce que bon, moi, la marque employeur, c'est un sujet que j'aborde tout le temps. C'est ta vie, c'est ton business. C'est ma vie, voilà. Et ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, où le point de départ, tu parlais de diagnostic, d'aller interroger en interne, etc. Mais en fait, c'est le même principe appliqué par rapport à la marque employeur. Moi, c'est ce que je dis toujours. On a peut-être ce raccourci de se dire la marque employeur, c'est faire de la com à l'externe, mais en vrai, la première étape de la marque employeur, c'est faire un audit interne, voir où est-ce qu'on en est à l'interne, impliquer tout le monde dans ses réflexions et dire, OK, aujourd'hui, on en est où et qu'est-ce qu'on peut améliorer avant même d'aller réfléchir à ce qu'on va faire en termes de com à l'externe. Ça commence par là. Si tu me permets là-dessus, la marque employeur n'a de sens que si elle est, et tu le sais aussi bien que moi, que si elle est totalement congruente avec l'expérience que tu veux vivre aux gens. Donc si tu fais du RH washing ou de la marque employeur washing, c'est-à-dire nous on innove, et puis en fait pour te donner une espèce de modernité, puis quand le collaborateur intègre ton orga ou s'il est dans ton orga, lui il n'a pas le sentiment d'être dans une organisation qui est innovante côté RH, ça avait plus de mal que de ne rien dire pour moi. C'est ce que je dis toujours. Moi, je pense que c'est même pire. Il vaut mieux dans ces cas-là ne rien dire. Il faut plutôt être mauvais et ne rien dire que d'annoncer une forme de modernité qui ne se renouvellerait pas. En revanche, derrière, ouais. Vas-y. Les anglo-saxons appellent ça le wellness washing, tu vois, vendre le bien-être. Bien sûr. Alors qu'en fait, en réalité, tu fais rien pour dans ton entreprise. Et puis, j'ai envie de te dire que maintenant, les candidats sont plus trop dupes. Maintenant, tout se sait. De toute façon, la marque employeur, elle parle aussi toute seule. Il y a Glassdoor, Indeed. Voilà, il y a Glassdoor, Indeed. Voilà, maintenant, il y a 1000 façons de pouvoir se faire un avis sur une entreprise. Donc, danger, alerte. Faut pas prendre la marque employeur à l'envers. Faut pas d'abord travailler l'externe, mais d'abord l'interne. Pour répondre à Eva, elle peut être utilisée pour améliorer l'expérience collaborateur. Et bien sûr, si on est malin, on a su avoir une marque employeur qui sait faire mettre en lumière les principaux atouts de l'expérience et mettre en évidence un certain nombre d'éléments de différenciation qu'on peut avoir. Donc, mais pas que, hein. Ça pourrait être orienté aussi perf, prod, dynamique collective et pas simplement marque ou expérience de l'individu, l'innovation RH. Et alors, Julie, rejoins ce que tu disais tout à l'heure. Je pense que les dirigeants devraient être plus investis dans ces nouveaux besoins et mieux comprendre. Il faut davantage les inscrire dans cette démarche et leur démontrer les avantages et dynamiques pour leur business. Ouais, oui, parce qu'ils réfléchissent plus orienté business au niveau de la direction. Ouais, et d'ailleurs, tout à l'heure, on disait faut partir des vrais besoins des gens. Et effectivement, il y a un deuxième axe, quand je disais aller chercher les sponsoring, ce qu'on appelle l'alignement vertical. Une innovation RH, voire une politique RH, de manière générale, elle doit démontrer qu'elle permet d'atteindre plus facilement les objectifs stratégiques de l'orga. C'est les deux, c'est pas l'un ou l'autre. Elle a entièrement raison.
Hein, c'est une super Ouais. remarque, bien sûr. C'est une combinaison. Et donc, un RH qui serait pas strat business, KPI, finance, data, a peu de chance d'embarquer avec lui des gens du COMEX. Tu vois, le discours du XXe siècle. Non, mais les êtres humains ne se mesurent pas. Non, mais c'est ignoble, on va pas couper les gens. Non, je peux pas vous donner le KPI de mon innovation RH. Non, aujourd'hui, innovation RH, ça annonce quelque chose et ça prend, et donc, moi, j'ai dit, soyons modestes pour pouvoir truc, et ça le mesure, il y a des KPI, et à la fin, on a dit, on a gagné tant. Et après, on a gagné tant, ça peut être aussi, dans les people survey, on a amélioré de 3 points le taux de satisfaction 2, ou ça peut être un KPI de plus de facilité ou moins de temps pour recruter, ou un taux de rétention supérieur, peu importe. Mais une innovation RH, ça s'associe à des KPI qui sont elles-mêmes associées à des objectifs strat de la boîte. Sinon, jamais t'embarques Mhm. à dire Comex avec toi. Mhm. Ouais, de la transparence. De la transparence. Et alors, si on reprend tout à l'heure, quelqu'un nous demandait quid des PME, comment porter l'innovation RH dans une PME. Est-ce qu'on peut du coup peut-être embrayer sur le côté un peu pratique entre les barrières à lever et les clés pour y arriver? Ça serait quoi, Ouais. toi, Oui, ta il est déjà ta 41. ta ta to-do list, on va dire. Ça fait un peu simplifié comme ça, mais tu vois, Non, est-ce non, que tu as des clés mais comme ça? Tu en as déjà ma, cité ma- en vrai, tu peux ouais, les ouais, bien sûr, reprendre, bien mais sûr. Ma première clé quand même, c'est en fait face à une innovation RH plus ou moins modeste, il y a toujours des freins et des barrières à lever. Et les barrières sont de plusieurs ordres. Et des barrières technologiques, ça paraît évident, mais tu veux déployer une super solution d'une startup et tu as un SIRH de telle nature, ben c'est con, mais peut-être que c'est ton SIRH qui va planter quoi qu'il arrive, que tu n'auras pas le bon mmh. API, la bonne manière de. Ça paraît simple, mais des fois, c'est des millions d'euros d'investissement et tu es plombé par tes SI. Tu as parfois tes process eux-mêmes qui sont des barrières. Tu as tellement hiérarchisé, bureaucratisé, processé ton orga que par nature, ton innovation, s'il y a un moment, t'as pas nettoyé, c'est pour ça que j'aime bien le programme Simplicity de L'Oréal qui vise à killer tous les process qui servent plus à rien. Mais c'est le process lui-même qui a des capacités de résistance qui va éviter que ton innovation prenne. Tu as des barrières d'ordre plutôt structurel, par exemple. Elle est super ton innovation, mais on travaille en mode siloté. Or, elle nécessite une collaboration transversale. Donc là aussi, tu vas devoir sans doute repenser tout un ensemble d'éléments là-dessus. Et puis après, tu as les freins expérientiels et culturels. Tu t'es pas Mmh. assez bien casté dans ton équipe RH. T'as trop de gens, t'as pas assez de designers de solutions, t'as pas assez de data analyst, t'as pas un artiste champion qui t'amène des éléments de créativité. Donc ça dépend beaucoup de ton casting. Et est-ce que t'as bien une dream team au service de l'innovation RH et des autres rôles de la fonction RH, ou d'une certaine manière, ton principal ennemi, c'est le caractère très cloné de tes membres d'équipe RH Mmh. et que tu n'excelles pas dans toutes les dimensions que tu dois lever. Après, tu me disais les clés, ouais, les clés, c'est trop d'innovation tue l'innovation, donc il faut choisir ses batailles. Parce qu'à un moment, même les gens peuvent ne plus savoir distinguer les innovations entre elles ou se retrouver dans des catalogues d'applis avec 600 applis, donc trop de choix, tu le choix. On y reviendra si tu veux, ça c'est très très clair. Tu as t'as une deuxième clé, c'est que bah, tant que t'as pas travaillé, ça peut paraître dingue, hein, elle est préalable. Tant que t'as pas travaillé le sentiment de sécurité psychologique des collaborateurs, leur proportion à innover, à se lancer, à se projeter vers le futur est limitée. T'as des Mmh. préalables. Hein. Déjà, tu crées des invariants, des rituels, tu rassures, tu sécurises, tu autorises, qu'on appelle ça test and learn, essai-erreur, etc. Mmh. Mmh. Euh, la troisième, et j'en ai pas trop parlé, c'est que ce qu'on appelle l'open innovation, c'est que bien entendu, et c'est pas parce que j'ai ma casquette LabRH, tu as intérêt à tirer parti de l'écosystème hors organisation qui a généré tout un ensemble d'offres, de solutions. Alors bien sûr, tout DRH déprime parce qu'il reçoit 4 fois par jour sur LinkedIn un message privé d'un start-upper qui pense révolutionner le monde, et souvent Ouais. c'est pas forcément vrai. Mais tu dois avoir travaillé la coopération start-up grand groupe, savoir bénéficier d'une aide très élargie, mais ça peut être aussi des labos de recherche, etc., etc. Mmh. Mmh. Ça m'amène à reparler de ce que tu disais, c'est que, OK, quand on est une PME, par rapport à une multinationale, on va avoir moins de moyens
factuellement. On va avoir des équipes RH plus petites, peut-être pas quelqu'un en charge de l'innovation, on va avoir sans doute une ou deux personnes en RH pour faire tout le job et ainsi de suite. Mais aller chercher le sponsoring et l'exemplarité du dirigeant, c'est plus facile, surtout si c'est des PME familiales et qu'il est au bout du bureau. Plus La d'agilité de rapidité de la proximité. prise de décision est plus rapide. Embarquer tout un collectif, et il y a moins de personnes embarquées, tu peux presque faire Pour des le coup. one-to-one. Par contre, mais c'est aussi vrai dans le public, tu vas peut-être être malin, tu vas te choisir des startups en démarrage qui ont pas encore formaté leur offre et qui te la font quasiment gratos parce que eux-mêmes, tu as un terrain d'expérimentation pour raffiner leurs solutions. Tu vas peut-être plus privilégier l'innovation non technologique, mais qui peut être remarquablement efficace. Donc, en fait, il n'y a pas d'organisation plus innovante qu'une autre en fonction du secteur, de la taille. Par contre, il y a des façons de déployer et des choix de déploiement qui vont varier selon, bien sûr, la taille de ton orga. A contrario, le nombre de multinationales qui tuent leur innovation parce qu'elles ont mis des startups dans des processus achats avec 78 questions à la clé qui ont épuisé la startup et qui l'ont empêché de déployer sereinement la partie valeur ajoutée de son service, ça existe aussi. Donc, rien n'est écrit. Tu parlais du bouquin avec Pierre. Je considère pas que les startups scale-up licorne sont plus innovantes en RH qu'une PME familiale. Par contre, elles ont rencontré des circonstances, la scalabilité, passer de 0 à 1000 parfois en 3 ans, un corps social quand même complètement délirant, moyenne d'âge 24 ans, dont la majorité sort de l'école 42 ou d'HEC. L'enjeu de l'international très tôt, qui, bien sûr, les ont conduits à rejeter tout un ensemble d'offres RH de la boîte tradi qui leur convenait pas du tout. Et peut-être à ce moment-là de jouer sur la transparence radicale, l'hyperflexibilité, la semaine de 4 jours. Mais c'est pas, elles ont pas fait ça parce qu'elles sont plus innovantes. Elles ont fait ça parce qu'elles ont pas trouvé de réponse des orgas qui vivaient d'autres enjeux et que ça les a poussées à être créatives et à inventer des solutions rien que pour elles. Tu vois? Ouais. Ouais, moi aussi, j'en suis convaincue. Tu sais, cette année, j'ai fait un live LinkedIn avec, je sais pas si tu le connais, Jonathan Salmona, le fondateur de Shodo, qui est une ESN assez innovante. Pour le coup, on parle d'innovation RH. Aujourd'hui, pour le coup, ils ont vraiment mis en place pas mal d'inno sur le volet RH avec la suppression de la période d'essai, entre autres, voilà, l'ouverture du capital aux employés. Voilà, il y a plein de mesures comme ça. Et quand on a fait ce live, la thématique, c'était justement, est-ce que la flexibilité, ça concerne que les startups? Et en fait, moi, mon propos, c'était que pour côtoyer aussi des startups, mais aussi des entreprises PME, grands groupes, peu importe, j'entends aussi les échos d'autres entreprises qui disent on en a marre des startups, là, toujours à vouloir donner l'exemple, donner des leçons aux autres. Mais en fait, moi, j'essaie de le voir différemment en me disant que c'est pas une idée de donner des leçons, mais plus peut-être de donner un peu d'inspiration. Et je me dis, à l'échelle d'une entreprise qui peut pas faire tout, qui peut pas prendre toutes les innovations RH, peut-être que l'entreprise peut se dire, bon, ok, voilà ce que font d'autres. Voilà ce que moi, je suis en capacité de faire dans mon entreprise et ce qu'il y a d'améliorable et surtout ce qui répond aux attentes et aux besoins de mes employés. Ben voilà comment je peux m'y prendre. Et là, je vais aller chercher ce qu'on fait d'autres. Par exemple, en allant lire ton bouquin, Michel, je l'ai pas lu, je le redis. Mais j'imagine qu'il y a des clés. Tu vois? Oui. C'est un point de départ, finalement. Alors, de toute façon, dans la vie, être inspiré, c'est toujours très bien. Avec le danger de pas plugger et de pas se tromper de combat. Et effectivement, tu déploies pas une solution qui a été conçue chez Alan dans un contexte très radical avec ce que tu peux rencontrer toi. Mais l'inspiration, c'est génial. Des fois, tu trouves pas tout seul l'inspiration. Mais la phase 2, c'est l'adaptation, c'est rejeter certains trucs qui te conviennent pas. C'est potentiellement ta capacité, toi, à agréger, à reformuler, à réinterpréter ton innovation. Mais toutes les organisations peuvent innover dans le domaine de l'expérience collaborateur ou des RH. Les startups, en fait, mais je comprends que ça puisse agacer. C'est des championnes du marketing RH. Dans le mindset, on te pousse à communiquer sur les réseaux sociaux, tu as l'art du slogan. Comprends bien aussi que en ayant à recruter 1000 personnes en 3 ans, tu es devenu un spécialiste de la drague, du message qui porte et ta capacité à valoriser ton organisation, l'expérience sans surprise, welcome to the jungle, mindset, regardez chez nous comme c'est cool et ainsi de suite. Mais au-delà de ça,
c'est un bon moyen de rebalayer tout un ensemble de pratiques et certaines seront peut-être excellentes pour ton orga et puis d'autres, il faudra bien sûr fuir. Oui, il faut trier. Il faut trier toujours. Et Ouais. il faut trier à partir d'un diagnostic. Oui, voilà, on en revient. Voilà, ça peut pas se faire sans diagnostic de toute façon. Non, Je le pense que c'est diagnostic la base. préalable est clé. Bien connaître la culture, bien connaître le corps social, bien connaître les dirigeants, bien connaître l'existant, bien connaître les enjeux marchés. C'est un temps qui est... on peut perdre du temps là-dessus, mais c'est primordial pour ensuite réfléchir intelligemment à un déploiement qui se fait avec le plus d'éléments positifs possible. Très clair. Je pense que ça fait un bon rappel pour, pour clôturer ce webinaire. Alors, dans le chat, si vous avez des questions, parce qu'il y en a eu pas mal et j'ai essayé de les picorer au fur et à mesure. Si jamais il y a des questions qui sont restées en suspens, je vous invite à les ajouter. Alors, je réponds à coucou. Non, on ne délivre pas d'attestation de participation. On est sur un webinaire, justement. On n'est pas en formation, donc on ne délivre pas de documents pareils. Julie, c'était très enrichissant. Merci, avec plaisir. Merci Je ne peux pas laisser Julie, sans merci de questions. Gaël. Ouais, en tout cas, est-ce que tu as un mot pour conclure à nous partager, Michel? Le mot de la fin, peut-être quelque chose que tu aurais voulu dire aujourd'hui que tu n'as pas pu aborder ou Ouais, voilà. J'entends. Oui, peut-être 2 points qu'on n'a pas abordés. Le premier, c'est que je remarque que les collaborateurs ou les managers ou les équipes de direction n'adhèrent plus au discours intellectuel. En fait, ce qui entraîne les gens, c'est les actes. Donc moi, je parle toujours de fonction RH maker. Faites. Et puis après, les gens vous regardent, c'est bien ce que tu fais, et puis après, verbaliser et accompagner, plutôt qu'annoncer ou dites, vous allez faire ci ou ça. C'est par vos actes que vous donnez envie aux gens de vous suivre. Par exemple, vous voulez mener une transformation digitale radicale, soyez l'équipe la plus digitale de la boîte. Ok, là, vous êtes crédible pour y aller. Et deuxièmement, je l'ai dit, mais c'est extrêmement important, quand vous recrutez dans votre équipe RH, ne pensez pas que compétences métiers, compétences comportementales, pensez Dream Team. Quel ingrédient et quelles compétences faibles de votre équipe cette personne va amener pour avoir des compétences suffisamment hétérogènes pour adresser tous ces défis qui sont quand même challenging. On n'est pas dans un monde easy, entre guillemets. On a besoin de compétences extrêmement larges, tu l'as dit, en business, en marketing, en change, en data IA, en sociaux, en droit social, en relationnel, parce que toutes les compétences tradis sont toujours là. Donc, posez-vous la question et pensez, de votre Dream Team. Ouais, vas-y. Et pensez culture ad plus que culture fit. Moi, je suis une partisane du culture ad. J'ai déjà écrit à plusieurs reprises sur ce sujet, mais voilà, pas penser fit, mais ad. Qu'est-ce que la personne va apporter à notre culture déjà existante? Yes. Je trouve que c'est un point hyper important pour pas tomber dans la team of clones. Comme tu disais tout à l'heure, les clones, recruter des clones, c'est vraiment le piège aussi, peut-être aussi de l'innovation RH. Alors, je vois quelques messages qui passent. Alors, prochain webinaire, eh bien, en septembre, il va falloir patienter un petit peu. mais restez alerte, suivez Culture RH. Vous pouvez vous abonner à la newsletter aussi. Et puis, on vous communiquera très bientôt sur les thématiques de la rentrée. Je vois que la team Culture RH répond déjà. On parlera de plein de choses. Paye, recrutement. Comment ? Ils sont au taquet, non, et c'est bien. Ils sont au taquet. En tant que cabinet RH externe, comment peut-on proposer un service d'innovation RH chez nos potentiels clients? Julie nous pose cette question-là. Ne leur faites pas peur. Montrez-leur que vous avez des outils pour cibler les innovations qui auront le plus d'impact et le meilleur ROI possible. Et à mon avis, rassurez-les plutôt par une approche pragmatique et la qualité des expertises au sein de vos équipes pour adresser tous les défis, challenges et problèmes qu'on ne manque jamais de rencontrer quand on déploie ce genre d'innovation. Très clair. Et puis, la différence entre les deux cultures, donc j'imagine entre culture ad et culture ad. Alors, j'espère que la team Culture RH m'en voudra pas, mais je vais partager une petite ressource. Je suis en train de la récupérer d'un article où j'ai traité du sujet. Je vous le mets dans le chat. Voilà, comme ça, vous aurez la réponse à la question et ça profitera à tout le monde. Et puis, en plus, c'est un partenaire de Culture RH, c'est Thalys. Donc, bon, ça reste dans la famille. La famille. Voilà. Bon, en tout cas, un gros merci Michel. C'est passé vite, super intéressant. Merci Anaïs. C'est passé très vite.
J'ai vu des commentaires dans le chat qui te remercient aussi, donc je te partage ces remerciements. C'était chouette de t'avoir aujourd'hui. Et puis, je souhaite un bel été à tout le monde. Profitez bien du soleil si vous en avez, des bons moments sinon, à défaut du soleil. Et puis, je vous donne rendez-vous Bonne en lecture, Anaïs. septembre. Bonne lecture sur le livre. Hein. T'es obligé pendant l'été de rattraper Tu la sais lecture. quoi? Allez, tu sais quoi? Challenge. Challenge. Je challenge de cet été, je vais le prendre et je vais le lire. Allez. Très bel été à toutes et à tous. Bonne fin de journée. Merci à tout le monde. Au revoir. Bye.